Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à madame Katia Pour-Sopoli, rapporteure de la commission des affaires sociales, pour 10 minutes. Moi, j'enlève mon masque. On n'a pas le droit? Ah bon? Ah bon? C'est terminé. Oh là là. C'est terminé. Tout le monde garde le masque. Préparez-moi ma ventoline alors, parce que... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, il y a 1 an et demi, notre Assemblée adoptait la proposition de loi Chassaigne, devenue la loi du 3 juillet 2020, qui a permis depuis le mois dernier de porter la pension de retraite des exploitants agricoles à 85% du SMIC pour une carrière complète, soit 1 035 € par mois. Je tiens d'abord et avant tout à saluer la détermination et la persévérance d'André Chassaigne, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour sortir de la misère ceux que la vie n'a pas épargnés. Au nom du groupe CRCE, mais aussi, je crois pouvoir le dire, en notre nom à tous, je lui adresse des remerciements appuyés. C'est une nouvelle proposition de loi Chassaigne que nous examinons en cette fin d'année 2021. Un examen bien tardif, le Gouvernement n'ayant pas souhaité en demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat avant que le groupe CRCE ne l'inscrive dans son espace réservé. Il ne nous est donc malheureusement pas possible de poursuivre plus longtemps la navette afin d'améliorer la qualité rédactionnelle du texte ou de revenir sur les dispositions essentielles supprimées par l'Assemblée nationale, à moins de faire obstacle à la revalorisation des pensions dès le 1er janvier. Comme les organisations du secteur agricole, je vous proposerai donc de nous contenter des mesures ayant fait consensus à l'Assemblée nationale, qui constituent déjà une avancée. Le groupe CRCE ne manquera pas de proposer d'y revenir à l'avenir. Dans le monde agricole, nombre de conjoints et de membres de la famille apportent sous diverses formes leur concours à la gestion des exploitations sans percevoir de rémunération en contrepartie. Jusqu'en 1999, le conjoint d'un exploitant agricole qui n'était pas déjà affilié à un régime de retraite au titre de son activité professionnelle était, sauf preuve contraire, présumé participer à la mise en œuvre de l'exploitation. Cette présomption emportait de manière subie l'application du statut de conjoint participant aux travaux. Les garanties de protection sociale prévues par ce statut étaient en outre particulièrement limitées, notamment en matière d'assurance vieillesse. En effet, au-delà de la pension de retraite forfaitaire, le conjoint participant aux travaux ne percevait une pension de retraite proportionnelle que si le ménage avait opté pour un partage à part égale des points de retraite acquis par le chef d'exploitation. C'est la raison pour laquelle la loi d'orientation agricole de 1999 a créé le statut de conjoint collaborateur. Celui-ci revêt un caractère optionnel et permet aux conjoints concernés, à 78% des femmes, de bénéficier d'une couverture sociale face à tous les risques, incluant une pension de retraite proportionnelle de droit en contrepartie du versement par le chef d'exploitation de faibles montants de cotisations sociales. Le statut de conjoint participant aux travaux a quant à lui disparu en 2009. Les autres membres de la famille âgés de plus de 16 ans vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et y exerçant une activité non salariée peuvent exercer en qualité d'aide familiale et bénéficient des mêmes garanties. Les statuts de conjoint collaborateur et d'aide familiale contribuent ainsi à la reconnaissance du travail réalisé par leurs bénéficiaires, souvent vital pour l'exploitation, tout en leur donnant accès à une protection sociale, certes très limitée mais complète. Néanmoins, ces statuts produisent aujourd'hui des effets contraires à la noble ambition qui a présidé à leur création et sont devenus de véritables trappes à faible pension. En effet, afin de ne pas faire peser une charge excessive sur les chefs d'exploitation qui en sont redevables, les cotisations versées au titre de l'activité des conjoints collaborateurs et des aides familiaux sont fixées forfaitairement sur des assiettes extrêmement faibles, tandis que les cotisations personnelles des chefs d'exploitation sont proportionnelles à leurs revenus professionnels avec des assiettes minimales plus élevées. Ce différentiel de cotisation n'est pas sans conséquence sur le niveau des pensions servies
et notamment sur l'accès aux minima de pension du régime des non-salariés agricoles. En effet, les femmes monopensionnées ayant effectué une carrière complète sous le statut de conjoint collaborateur perçoivent en moyenne une pension de droit direct de 570 € par mois. Notons toutefois que les polypensionnés justifiant d'une carrière complète parviennent à atteindre 1 017 € par mois. Le statut de conjoint collaborateur est d'ailleurs en déclin, ne concernant plus que 22 800 personnes à ce jour, soit 2 fois moins qu'il y a 10 ans et 4 fois moins qu'il y a 30 ans. Les pensions servies aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux retraités sont d'autant plus faibles que ces assurés n'ont pas accès au même minima de pension que les chefs d'exploitation. Tandis que le montant du minimum de pension de base pour une carrière complète, la pension majorée de référence, diffère selon le statut professionnel de l'assuré, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux n'ont pas accès à la garantie de pension à 85 % du SMIC dont bénéficient les chefs d'exploitation le complément différentiel de points de retraite complémentaire. Cette différence de traitement, qui se fonde sur le différentiel de cotisation, n'est plus justifiée aujourd'hui au regard de l'impératif de lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, je tiens à souligner que le minimum contributif, ou MICO, servi par le régime général aux assurés ayant cotisé sur de faibles salaires durant leur carrière, qui constitue le pendant des minima de pension des régimes agricoles, ne varie pas selon la rémunération antérieure. J'ajoute que le non-recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou ASPA constitue un problème persistant. Aucune estimation précise n'a pu m'être fournie, mais les travaux conduits par la CNAV, la Cour des comptes et l'Assemblée nationale laissent penser qu'il concernerait de 30 % à 50 % des bénéficiaires potentiels, une proportion qui pourrait s'avérer plus élevée encore dans le monde agricole. En effet, les modalités d'attribution et de récupération sur succession de cette allocation, qui s'élève à 907 € par mois en 2021, semblent encore largement méconnues. Nombre d'agriculteurs ignorent en effet que l'ASPA n'est récupérée que si l'actif net successoral excède 39 000 € dans l'Hexagone et 100 000 € en outre-mer, que le capital d'exploitation agricole et les bâtiments indissociables en sont exclus et que le montant des sommes pouvant faire l'objet d'un recouvrement est plafonné annuellement. La proposition de loi qui vous est proposée ce matin apporte des solutions concrètes à ces enjeux majeurs. L'ensemble des mesures qu'elle prévoit concernerait en 2022 214 000 pensionnés, dont 67 % de femmes. Son adoption permettrait d'accroître de 100 € en moyenne par mois la pension des 70 000 femmes ayant accompli toute leur carrière en qualité de conjoint collaborateur. Elle tend en effet à relever la pension majorée de référence des conjoints collaborateurs et des aides familiaux au niveau de celle des chefs d'exploitation, c'est-à-dire 699 € contre 555 € aujourd'hui. Cette seule mesure, qui concernerait autant le stock de retraités que le flux de nouveaux pensionnés, bénéficierait à 175 000 personnes dont le gain moyen s'élèverait à 62 € par mois et notamment à 75 € par mois pour les femmes. De plus, lors de l'examen du texte de l'Assemblée nationale, le Gouvernement a pris l'engagement d'aligner le montant de la nouvelle pension majorée de référence unique sur celui du MICO majoré, c'est-à-dire 705 € par mois. J'espère que cet engagement sera confirmé. Enfin, le seuil d'écrêtement de la pension majorée de référence, c'est-à-dire le niveau global de pension au-delà duquel la majorité servie est réduite à due concurrence du dépassement, serait fixé au niveau de l'ASPA et passerait donc de 875 € à 907 € par mois. Cette mesure bénéficierait à 43 000 personnes. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui du renforcement de l'information des assurés au sujet des conditions d'attribution et de récupération sur succession de l'ASPA, qui interviendrait non seulement au moment de la liquidation de la pension, mais également l'année précédant l'âge d'éligibilité à l'ASPA, fixé à 65 ans. D'autre part, la possibilité d'exercer sous le statut de conjoint collaborateur serait limitée à 5 ans, comme c'est le cas pour les aides familiaux depuis 2005, de façon à orienter les intéressés vers une activité rémunératrice leur permettant de bénéficier d'une meilleure couverture sociale.
J'attire votre attention, mes chers collègues, sur le financement de cette proposition de loi. André Chassaigne proposait la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières au taux de 0,1 %, qui aurait permis de dégager 450 millions d'euros de recettes, une proposition rejetée par l'Assemblée nationale avec l'aval du Gouvernement. Or, le coût de la revalorisation des pensions devrait générer un déficit de l'ordre de 94 millions d'euros en 2022. Malgré les lacunes importantes du texte issu de l'Assemblée nationale, l'ensemble des acteurs du monde agricole estiment nécessaire de permettre sans plus tarder la mise en oeuvre des mesures ayant fait consensus dès le 1 janvier. La commission partage pleinement cette opinion. Aussi, je vous propose d'adopter cette proposition de loi sans modification. En votant en faveur de ce texte, nous rendrons à nos agriculteurs l'hommage qu'ils méritent.